Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant d'entamer le sujet principal de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, si vous avez passé de bonnes fêtes etc, c'était cool. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021, pour vous comme pour moi, parce que moi j'ai énormément de projets qui vont voir le jour en 2021, je suis très heureux de ça. Petit aparté fête, on va passer à la vidéo, mais d'abord changement d'ambiance. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, un peu plus dans le thème, bon le temps que la caméra fasse ses settings, tout ça, voilà. On est un peu plus dans le thème parce qu'aujourd'hui on va parler de films d'horreur et plus globalement de cinéma d'horreur. Vous le savez maintenant, je suis un passionné de cinéma d'horreur, je vous en ai parlé plein de fois sur la chaîne, je suis complètement fou de cinéma d'horreur. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de parler de comment le cinéma d'horreur a évolué au fil du temps, au fil des années, grâce à qui, etc., quels ont été les acteurs principaux de cette évolution. Et donc du coup on va commencer tout de suite, et bien évidemment on va commencer par le côté historique, voir où ça a commencé, donc c'est parti. Bon, je vais pas commencer par vous dire ce qu'est un film d'horreur, ce que c'est le cinéma d'horreur, parce que je pense que tout le monde le sait, mais par contre quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément, c'est quel est le film d'horreur, le tout premier film d'horreur de l'histoire. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément le premier, il y a encore des historiens qui travaillent dessus pour savoir si c'est vraiment le premier ou pas. En tout cas, en date, et c'est le seul qu'on a retrouvé de l'époque, c'est celui-là. Donc le pionnier de ce genre cinématographique s'appelle Georges Méliès, donc c'est un Français, et il a sorti en 1896 le film Le Manoir du Diable, qui est à ce jour le tout premier film d'horreur. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est vraiment hyper innovant pour l'époque parce que les codes utilisés pour ce film sont vraiment très similaires des films qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire qu'il y a déjà des screamers, donc des screamers à la sauce de l'époque, bien sûr. Il y a des monstres, des choses qui font peur. Il y a un peu un côté fantastique, dont on parlera plus tard. Il y a beaucoup de choses qui sont très similaires quand même. Même si avant c'était un film muet, forcément il n'y a pas la même sensation, ça joue pas sur des sons, voilà. Et forcément c'est en noir et blanc. Mais on retrouve quand même pas mal de choses. Et ça aussi c'est dû aux effets spéciaux du film, et les effets spéciaux de ce film-là ont été créés par George Albert Smith, le tout premier homme à faire des effets spéciaux dans le cinéma d'horreur. Donc après ce premier film qui a fait un carton monumental, genre c'était incroyable à l'époque, Méliès se dit 2 ans après je vais ressortir un autre film qui s'appellera La Caverne Maudite. Et donc à partir de là le cinéma d'horreur est lancé, quelques petits films vont sortir, mais c'est seulement en 1922 que le cinéma d'horreur va exploser. Et c'est surtout grâce à la sortie du film Nosferatu le vampire, par le réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau, que du coup le genre horreur va vraiment exploser. Dans la même année, donc en 1922, sortira le tout premier documentaire d'horreur qui parle de sorcellerie, fait par Benjamin Christensen, qui lui sera à l'époque très novateur, puisque à l'époque, je vous le rappelle, on connaît que des films sur des monstres. On n'a aucune autre notion de la peur que par des monstres qui ont déjà été inventés dans des livres. Et malheureusement, le documentaire de Christensen ne sera pas très connu ni bien accueilli, parce qu'à l'époque c'est pas ce qui plaît du tout, et on verra ça plus tard. Mais c'est quand même à partir de cette époque-là, donc en 1922, et plus généralement les années 20, que le genre horrifique au cinéma va voir le jour, et c'est pour ça que du coup je vais retracer l'évolution du cinéma à partir d'époques, à partir d'années, de décennies, et on va tout de suite commencer avec les années 1930 et 1940, puisque ce sont des années charnières pour le cinéma d'horreur, et surtout parce qu'en 1931, Universal Pictures, donc qui est l'ancêtre du groupe qu'on connaît maintenant d'Universal, ont sorti à l'époque des films d'horreur basés sur des créatures mystiques qu'on connaît tous maintenant, qui sont des classiques du genre, donc Frankenstein, Dracula, et Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui sont 3 classiques comme je l'ai dit avant. Ce qui plaît bien évidemment beaucoup aux personnes, parce que ce sont des adaptations littéraires de livres qui ont très bien marché à l'époque, et ça Universal l'a très bien compris. C'est pour ça que peu de temps après, ils ont sorti le film Mommy et L'Homme Invisible. Et surtout, Universal a compris qu'à l'époque, le plus important, c'était pas de faire peur aux spectateurs, c'était plus d'adapter visuellement et physiquement, surtout, des monstres qui sont déjà connus du grand public par la littérature. Et pour vous prouver à quel point le cinéma d'horreur a été lancé par Universal Pictures via ces monstres-là, c'est seulement après la sortie du film Dracula que le terme de cinéma d'horreur, de genre horrifique, est sorti et a été surtout prononcé par les producteurs d'Universal Pictures. Et donc après tous ces films-là, Universal va sortir le Universal Monster qui va regrouper tous les films avec les monstres dont j'ai cité avant. Donc après, dans les années 1930 et même 1940, il n'y a aucun film vraiment marquant qui vont sortir, juste des films qui sont basés de la littérature avec des monstres, des cryptides, des loups-garous, etc. Rien de bien ni innovant à l'époque. C'est pour ça qu'on va directement passer aux années 1950, qui elles, par contre sont très innovantes. Dû au climat de guerre froide qui règne dans le monde et surtout à la peur des gens du nucléaire, de la menace nucléaire, le cinéma d'horreur va petit à petit se diriger vers de l'horreur mélangée à de la science-fiction, parce qu'à l'époque, ça qui fait peur, c'est qu'à tout moment, il peut y avoir une attaque nucléaire,
Donc du coup, ça se mêle à la science-fiction, c'est parfait. Et on peut voir ces exemples-là avec L'étrange créature du lac noir ou encore le film La mouche noire. Donc ces deux films-là sont certes basés sur des monstres, mais des monstres qui ne viennent pas de la littérature, qui sont créés pour renouveler un peu les nouveaux monstres en fait du cinéma. Et bien sûr le film le plus marquant qui prouve que les réalisateurs ont profité de cette période de peur, c'est le film Godzilla qui se base lui-même sur la peur de la menace nucléaire. Mais vers la fin des années 50, le cinéma d'horreur va petit à petit retourner vers du classique en faisant les suites de Dracula et Frankenstein, qui elles aussi marcheront vraiment. Ce qui malheureusement ou heureusement pour certains va se reprolonger dans les années 60, mais heureusement le genre horrifique va complètement prendre un tournant hyper important pour son histoire et pour son évolution aussi dans le temps, avec des codes qui sont même encore aujourd'hui très exploités, et ce grâce à deux grands génies du cinéma d'horreur, Alfred Hitchcock et Michael Powell, qui vont donc sortir le film Psychose et Le Voyeur, donc Psychose d'Hitchcock et Le Voyeur de Powell. Et grâce à ces deux films, on enterre enfin le côté juste horreur monstre classique. Les réalisateurs vont essayer de rentrer un peu plus dans le réalisme pour créer un peu plus de peur, ce qui est quand même la base des films d'horreur, et ils vont complètement y arriver parce qu'on s'imagine beaucoup plus être poursuivi par le meurtrier de Psychose que par, je sais pas, Dracula ou Frankenstein, quoi. Et en plus de ça, on va essayer de changer un petit peu d'antagoniste, comme je l'ai dit, donc de plus avoir des monstres, mais des tueurs en série, des psychopathes, etc. Ou même d'un type d'antagoniste un petit peu différent, comme par exemple Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, qui sera son deuxième film d'horreur et même son dernier film d'horreur, où l'antagoniste est une nuée d'oiseaux. Et les années 60 ne se terminent pas sur ça, puisqu'en 1963 sortira le premier film d'horreur gore, nommé Orgie sanglante. Vous l'aurez donc compris, les années 60 sont très importantes pour le développement du cinéma d'horreur, déjà grâce aux deux génies que sont Powell et Hitchcock, mais aussi grâce à Herschel Gordon Lewis, qui est donc le créateur de Orgie sanglante, avec un film qui a complètement fait polémique parce que le gore était complètement nouveau à l'époque, mais c'est ce qui arrive quand une nouvelle mode arrive, elle est très critiquée et au fur et à mesure du temps elle s'adapte petit à petit. Donc du coup les années 60 se creusent un petit peu les méninges pour rester dans la science-fiction bien évidemment, mais plus réaliste, comme on peut le voir avec les films que j'ai cités avant. Bien évidemment, les années 60 ne sont pas que ces trois films-là que j'ai cités avant. Il y a bien sûr Le Retour des Morts de George A. Romero, mais aussi les trois classiques de Roman Polanski qui vont s'afficher juste ici. Donc voilà, les années 60 sont très importantes puisqu'on marque un petit peu l'arrivée du réalisme au sein du cinéma d'horreur, et on va voir cette confirmation dans les années 70, qui est pour moi la décennie presque la plus importante pour le cinéma d'horreur, même si je préfère la décennie 90 parce qu'il y a un film de cœur pour moi. Et dans les années 70, les sorties remarquables qu'on pourra noter, c'est le film L'Exorciste, qui sera un tout petit peu une copie, on va dire, de Rosemary's Baby, donc de Roman Polanski, sorti un petit peu avant, mais ce film-là marquera vraiment beaucoup plus les esprits que Rosemary's Baby, parce que qui ne connaît pas le film L'Exorciste? Et peu de temps après, un autre génie va voir le jour, Tobe Hooper. C'est possible que vous le connaissez pas, mais vous connaissez forcément son œuvre, Massacre à la tronçonneuse, qui lui marquera les esprits de par plein de façons, déjà parce qu'il a été interdit de diffusion pendant 5 ans en France, de par son côté un petit peu gore, on va dire, mais aussi il apportera une réelle nouveauté qui, elle, est hyper importante pour le cinéma d'horreur, le côté survival, le côté slasher en anglais. Alors qu'est-ce que c'est? C'est par exemple un groupe de potes qui vont dans une cabane dans les bois, c'est pas du tout inspiré d'un film, hein, ce que je dis, et qui vont petit à petit mourir un à un, et il va rester une seule personne qui va essayer de survivre face au tueur, ou à la menace. Voilà, c'est ça un slasher. Ça serait un film type slasher, qui n'existe pas bien évidemment, c'est pas du tout La cabane dans les bois, pas du tout. Et la mode des slashers arrivera bien évidemment grâce au génie John Carpenter qui sortira le film La Nuit des Masques, plus connu sous le nom de Halloween, qui est un film que j'adore, qui est un de mes films préférés dans le genre de l'horreur. Mais il n'y a pas celui-là que j'adore en film d'horreur, on en reparlera plus tard dans les années 90 par exemple. Vous l'avez donc compris, les années 70 sont très importantes puisque on voit arriver une nouvelle sous-catégorie de l'horreur. Donc du coup le genre de cinéma d'horreur commence un petit peu à s'agrandir avec plusieurs sous-catégories, le gore, le fantastique et le slasher. Donc c'est quand même une grande avancée par rapport au tout début. Mais bien évidemment dans les années 70, il n'y a pas que les films que j'ai cités qui sont sortis, il y a Frisson de David Cronenberg qui est incroyable, il y a Les Dents de la Mer de Spielberg, bien évidemment, il y a l'excellent Alien, le 8e passager de Ridley Scott qui est juste incroyable, ce film vraiment il est fou. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est aussi un classique du genre. C'est des films qui eux aussi apportent leur nouveauté, mais moins quand même que l'arrivée des slashers qui est genre vraiment importante et qui marquera un grand changement dans les années à suivre. Et il y a aussi eu le film Amityville dans les années 70, donc La Maison du Diable, de Stuart Rosenberg, qui, lui, est basé sur des faits réels, soi-disant, on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, enfin voilà, je vais pas en parler dans cette vidéo. Ce film-là apportera, je crois, le plus de remakes ou de suites ou de trucs comme ça, d'adaptations possibles et imaginables, vraiment. C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est pas les meilleures suites. Bref, passons donc aux années 1980, qui confirment largement ce qui s'est passé dans les années 70 pour le cinéma d'horreur, c'est-à-dire que les slashers
se vendent très bien, vraiment très très bien. Et c'est confirmé par exemple avec des films comme Vendredi 13, mais aussi comme Les Griffes de la Nuit, avec le grand personnage qu'on connaît tous, Freddy Krueger. Mis à part cette validation des slashers, il n'y a pas eu grand chose de nouveau, de très novateur. Il y a certes des très grands films qui sont sortis, comme par exemple The Shining, qui est incroyable, ce film vraiment, allez le voir, vraiment, c'est fou. Il y a eu The Thing, il y a eu Chucky, il y a eu Alien le Retour, qui est pour une fois dans le cinéma, ce qui est très rare quand même. La suite qui est à peu près au même niveau que le premier, genre il est aussi bon que le premier, c'est vraiment rare quand même. Et du coup les années 80 confirment cette idée que le réaliste marche beaucoup plus dans le cinéma parce que, comme je l'ai dit avant, c'est plus probable de se faire poursuivre par un Freddy Krueger ou par un tueur en série en général, plutôt que par un monstre. Voilà. Passons donc aux années 1990, qui eux n'auront pas grand chose de très novateur, mis à part vers la fin, on en parlera après, mis à part la sortie de suites de slasher, comme par exemple Halloween 20 ans après, qui ne m'a pas forcément plu, voilà. Il y a eu la sortie de Scream, qui elle est très intéressante parce que c'est le slasher, enfin du moins c'est un des slashers les plus connus et les plus mainstream, parce que tout le monde connaît Scream, quoi, tout le monde connaît le Ghostface, enfin voilà. Mais en 1999, donc à la fin de cette décennie, il y a eu un film qui a tout chamboulé et qui vraiment a donné que du bon pour les décennies à venir. Je vais le dire déjà maintenant, c'est le projet Blair Witch, qui est mon film préféré d'horreur. Il est juste incroyable, ce film, il y a trop à dire. Pour moi, c'est vraiment le meilleur dans son genre, puisque faut que je vous en parle, vraiment, faut que je vous en parle. C'est un film incroyable parce que en à peu près 100 ans d'histoire de cinéma d'horreur, il n'y a aucun réalisateur qui s'est posé la question de comment faire peur. Enfin, si, ils ont dû se poser cette question, ça c'est sûr, mais par quel biais faire peur? Comment bien personnifier la peur? C'est-à-dire que dans Dracula, la peur est incarnée par Dracula. Dans Le Monstre du Lac Noir, c'est le Monstre du Lac Noir qui incarne la peur. Dans Psychose, c'est le tueur, certes masqué, mais c'est un tueur, on sait qui c'est. Dans Les Oiseaux, c'est les oiseaux, enfin bref, vous avez compris. Dans le projet Blair Witch, donc les deux réalisateurs, Eduardo Sanchez et Daniel Myrick, ont bien compris que pour faire peur, il fallait rester un voile de mystère. C'est-à-dire que dans le film, il dure 1h20 ou 1h30, je sais plus, mais on ne voit pas qui nous fait peur. On sait que c'est un survival, un slasher, ils sont plusieurs dans la forêt, et petit à petit ils vont disparaître jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne, mais on ne sait pas ce qui les font disparaître, qui, quoi, comment, on ne sait pas en fait, on n'en sait rien. Et pourtant c'est un film qui est prenant, c'est un film qui nous oppresse, alors que la peur n'est personnifiée en aucun point. Elle n'existe pas. Et pourtant, ça nous fait peur quand même. Et ça, rien que ça, bravo. Parce que c'est incroyable de pouvoir faire ça, et vraiment, je trouve ça fou, vraiment. Et on retrouvera un peu ça, ce côté-là, dans un film dont je parlais dans la décennie 2000, et vraiment même, sans parler du film en lui-même, la communication du film qui a été faite avec un budget aussi petit, et les revenus qu'ils ont générés grâce à ce film, c'est incroyable, genre faudrait que je fasse une vidéo rien que sur ce film, parce que c'est fou. Et en plus de ça, j'en parle pas depuis tout à l'heure, mais ils ont apporté 2 nouveautés dans le cinéma d'horreur, ce qui a fait un grand tournant, ce qui a tourné une grosse page quand même. Ils ont apporté la caméra portée, la caméra portée à la main, et surtout le côté found footage. Alors c'est quoi le found footage? C'est comme si vous récupériez des vieilles cassettes ou des vieilles bobines, et que vous les lisiez, et que vous en faisiez un film. C'est ça le found footage. En gros, dans le projet Blair Witch, si vous connaissez pas, c'est un groupe de potes qui prennent leur caméra et qui vont faire un reportage sur la sorcière de Blair Witch. Et voilà. Et ça arrivera plus tard dans les années 2000 et ça va exploser avec beaucoup de films qui sont incroyables, dont je vais parler dans un instant. Donc après cet énorme film, ce chef-d'œuvre qui est sorti en 99, il y a forcément la décennie 2000. Qui est beaucoup plus récente, et donc du coup je pense que vous allez connaître un peu plus de films. Et cette décennie est hyper intéressante parce qu'elle va s'inspirer du passé pour l'améliorer, tout simplement. Bien évidemment, on va avoir plein de remakes en tout genre de vieux films d'horreur, donc ça on va le mettre de côté, on va pas en parler. Mais on a des nouvelles choses qui arrivent, pour vous prouver ce que j'ai dit avant, qui prennent le passé pour l'améliorer, on va prendre la saga Saw. Saw c'est une saga que je trouve incroyable, c'est une de mes sagas préférées dans le genre, on va dire, parce qu'ils vont pas prendre du gore pour faire du gore, comme par exemple The Human Centipede qui sortira en 2009, qui fait du gore pour pas grand chose, comme le massacre à la tronçonneuse qui, pareil, fait du gore pour pas grand chose non plus, alors que dans Saw, il y a vraiment une histoire, ils font du gore pour s'implémenter dans le lore de l'histoire, enfin dans le lore de Saw. Et c'est vraiment incroyable, je trouve, la façon dont ils ont travaillé. Mais ils vont aussi prendre les codes assez réalistes qui sont arrivés dans les années 70-80, comme par exemple avec le film The Descent qui est sorti en 2005. Si vous n'avez pas vu The Descent, il est incroyable. Il est vraiment fou comme film. Le pitch, en gros, c'est un groupe de copines qui vont explorer des grottes, voilà. Et c'est en found footage aussi, donc ils prennent une caméra à portée à la main, etc. Il y a aussi le film L'Exorcisme d'Emily Rose, qui est pareil, basé sur le film L'Exorciste, mais en amélioré, on va dire. C'est pas du tout la même histoire, hein, c'est l'exorcisme d'Emily Rose, histoire.
mais ils vont reprendre les codes de l'exorciste et l'améliorer ou le remettre au goût du jour. Et ça, c'est très bien fait aussi. Vu que le found footage marche très très bien, en 2007 sortira le film REC. Je vais pas parler des deux suites parce que pour moi c'est très mauvais, mais REC à la base est très très bon en found footage. Genre c'est vraiment un film de zombies, tourné à caméra à la main en found footage, très bien. Vraiment, c'est un excellent film. Comme j'ai dit avant, je parlerai pas des deux suites. Il y a aussi en found footage le film Paranormal Activity, dont je vous ai un petit peu teasé avant, qui est pour moi incroyable. Pareil, je ne parlerai pas des suites qui sont nuls à chier, qui parlent dans des délires bizarres là. Mais le premier film Paranormal Activity est incroyable, vraiment. C'est un peu dans le même style que Blair Witch, c'est-à-dire que c'est du paranormal, donc c'est des événements qui se passent et on ne voit rien, parce que c'est des fantômes ou... C'est paranormal en tout cas, donc on peut pas l'expliquer. Et c'est incroyablement bien tourné, les acteurs sont très cool, enfin genre, j'aime trop ce film aussi. Pareil, je parlerai pas des suites. Passons maintenant à la dernière décennie, donc la décennie 2010. Là c'est un peu pareil, ils vont reprendre un peu les codes de 2000 et les améliorer à leur sauce en fait, et c'est ça qui est trop bien. J'aime beaucoup cette décennie-là parce que il y a déjà un grand réalisateur que j'aime beaucoup qui arrive, James Wan, qui va créer le Conjuring Universe, donc avec film Conjuring, Annabelle, La Nonne, etc. Insidious aussi il l'a fait, mais je sais pas si ça rentre dans le Conjuring Universe, je sais pas. Il y a aussi le cinéma d'horreur coréen qui va arriver avec Un Dernier Train pour Busan qui est juste incroyable, c'est un très très bon film. Il y a énormément de bonnes choses qui vont arriver. En 2016 il y aura Grave, un film d'horreur français qui traite d'un sujet qui n'a jamais été traité, en fait, le cannibalisme. Enfin si, ça a déjà été traité, mais pas dans la manière dont c'est apporté dans ce film-là, c'est très cool je trouve. Il y a aussi le film Mr Babadook, c'est vraiment plein de films qui prennent les codes d'anciens films faits par le passé et les améliorent ou les remettent au goût du jour. Et vraiment je trouve ça trop cool. Et ce que j'aime aussi dans le cinéma d'horreur, un peu comme les comédies, c'est qu'une comédie va s'adapter aux faits d'actualité pour dramatiser ou pour au contraire faire rire. Et les films d'horreur c'est un peu pareil, ils vont s'adapter à l'époque et aux faits d'actualité pour faire peur. Comme on l'a vu avec la période de la guerre froide, où ils vont s'appuyer sur la peur du nucléaire, ou comme on peut le voir maintenant avec les films d'horreur qui sortent, basés sur des pandémies mondiales, parce que c'est un fait d'actualité avec le Covid. Vraiment, j'adore ce genre, et fallait que je vous en parle. Et je voulais pas forcément faire une vidéo mon top 10 de films d'horreur préférés, j'avais pas d'intérêt, je préférais faire ça, et donner mon avis sur certains films, faire des critiques objectives, et subjectives aussi, en faisant ça, mais tout en implémentant une histoire, et en vous parlant de l'évolution qu'a eu le cinéma d'horreur. Donc je trouvais ça cool. J'espère que ça n'a pas fait trop liste de courses, parce que j'ai énuméré beaucoup de choses. J'ai énuméré les années pour voir l'évolution, mais c'était le meilleur format que j'ai trouvé pour développer l'évolution du cinéma d'horreur. Voilà. Et je trouve ça fou qu'en plus de 100 ans, le cinéma d'horreur ait pris des tournures hyper bizarres, et que maintenant je pense que même dans 5, 10, 15 ans, je suis vraiment pressé de voir comment ça va changer, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles modes, etc. Je suis trop pressé de savoir ça, et c'est ça que j'adore, en fait, c'est un genre qui peut se modifier dans tous les styles, en fait, et ça c'est trop cool, en fait. Bien évidemment, tous les films que j'ai cités et l'avis que j'ai donné dessus sont subjectifs, forcément, parce que c'est mon avis, et c'est ma vidéo, voilà. Et forcément, j'ai oublié des films, j'ai oublié ça, de Stephen King, Misery aussi, enfin pas de Stephen King, enfin bref, vous avez compris, c'est l'adaptation d'un livre, mais... Et pareil, je voulais en parler aussi dans cette vidéo, mais je pense que ça aurait été trop long, l'influence de la littérature horrifique sur les réalisateurs de films d'horreur, mais je pense que ça pourrait être bien de faire une vidéo dessus, par exemple, sur l'influence de Stephen King dans les réalisateurs, par exemple, de ça, ou de Misery, ou de plein d'autres, de Shining, par exemple. Je pense que ça sera un autre sujet de vidéo, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, forcément. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la première vidéo de 2021 vous a plu. Passez une très bonne année. Voilà, c'était Julien. Au revoir. On se retrouve bientôt. Au revoir. Elle va partir ma main. C'est parti.